Bonjour et bienvenue dans le podcast du webzine Celle qui ose. Ici, vous pourrez écouter nos articles en version audio, mais également des interviews de femmes au parcours atypique. Nos échanges avec Celles qui osent sont vrais et amicaux. Notre but, vous donner l'impression d'avoir rencontré vous-même chacune de nos invitées. Je pars aujourd'hui à la rencontre d'Ambre Larazé, comédienne, ancienne chroniqueuse sur Radio Nova, actrice aux côtés d'Alain Chabat ou encore autrice. Ambre est une jeune femme aussi drôle qu'intelligente et aussi talentueuse que pétillante. À ton avis, tête de nœud ? Ah, c'est pas possible, ces journalistes qui posent toujours les mêmes questions. Elle nous raconte son parcours, Bonjour, je me confie. nous parle de son engagement auprès des jeunes et nous enchante avec sa bonne humeur. Bonne écoute. Franchement, cette séance de psychanalyse était très sympa. J'ai raconté ma life de ouf, mais je ne regrette rien. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celle qui ose. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait? Celle qui ose. Bonjour Ambre. Bonjour, bonsoir chez moi. Et oui, bonsoir chez toi, comment tu vas ? Ça va, je te remercie. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On est très contente et très émue de pouvoir t'interviewer. Et donc, l'idée de ce podcast, c'est qu'on va discuter un petit peu comme si on allait prendre un café tranquille. C'est de Parfait, de j'ai ma savoir- gourde, je suis prête. T'as ta gourde et moi j'ai mon Sauver la café. planète. Et oui, moi j'ai mon café, toi ta gourde. T'aurais pu prendre l'apéro, hein. Toi t'es en France, moi en Nouvelle-Calédonie. C'est 20h chez toi, 6h chez moi. Ouais, on calme sur l'alcool là. Attention, les fêtes arrivent, on se calme, Détox. bien sûr. Donc, toi, Ambre, aujourd'hui, en ce moment, ton actualité principale, je crois, tu me diras si je me trompe, donc tu es actrice, C'est ça. tu es mannequin. Bien sûr, non pas du tout. T'es pas mannequin. Ah, j'ai fait 2-3 photos, je te le cache pas. Non, je suis pas Voilà. du tout pas mannequin, malheureusement. J'aimerais trop me la raconter, mais non, c'est Ah un bah, métier difficile. On va pas le dénigrer, mais ça doit être cool quand même. Mais non, les photos, c'est pas trop mon truc. Non, moi je suis image, fiction, documentaire, de plus en plus de projets engagés. Donc ça peut être de la fiction ou des émissions. Je suis un peu dans un style hybride. Évidemment, je vise le cinoche, on va pas se mentir. Mais voilà, je fais plein de petites choses. Donc, là, aujourd'hui, tu fais des chroniques sur Nova aussi. Mhm. Tu as fait une parodie de, de la chanson Mais je t'aime de Camille Lelouch et Grand Corps Malade Grand Corps qui a Malade, fait ouais. plus d'1 million de vues en quelques semaines, quelques jours, je sais Alors, plus. on a fait 3 millions et quelques sur Facebook, 1 million sur YouTube, et enfin, tout réseau cumulé, c'est-à-dire Twitter et Instagram, je pense qu'on est à 5-6 millions, avec mon partenaire Édouard Deloignon, hein, un brillant humoriste. Et ouais, on a fait ça en septembre, je crois, et septembre, octobre, je sais plus, et ça a très très bien pris. C'était Ça un a petit peu le buzz de la rentrée, et c'était très très drôle d'assister à ça en fait. Et oui, ce que j'aimerais te demander, bon, après on va revenir en arrière, mais Oui. tant qu'on y est, est-ce que tu as l'impression que cette vidéo, vraiment, elle t'a offert des opportunités derrière ? Non. Non, c'est dingue. Non, mais en fait, ça confirme parfois, pas un talent, mais quelque chose chez les gens qui me connaissent déjà. C'est-à-dire, moi, je connais quand même pas mal de monde dans le milieu, entre guillemets. Et parfois, c'est cool aussi je pense que c'est un des premiers projets, même si ça part d'une blague, c'est quand même un des projets qui me ressemble le plus et où je montre vraiment ma connerie. Parce que pour le coup, vraiment, on a glissé toutes nos blagues, voilà. Et il n'y avait pas de contraintes, pas de prod. Donc, c'était libre. Et autant d'habitude, ça va être des vidéos Instagram tournées vite fait. Et là, c'était quand même propre. C'est quand même une belle production. Donc, on s'est quand même un peu pris la tête dessus. Et ça, voilà, pour moi, ça rapproche des parodies qu'il peut y avoir au Burger Quiz, chez qui j'ai travaillé il y a 2 ans. Et moi, c'est ça que je voulais faire chez eux. J'en ai fait quelques-unes. J'ai écrit quelques parodies, quelques pubs et tout. Et là, ça m'a fait plaisir de retrouver cet esprit. Et je me suis dit, en fait, on se motive et on y va, quoi. Donc,
Donc voilà, ça a plutôt confirmé quelque chose. Pour l'instant, on m'a pas. En tout cas, j'ai eu quelques castings, mais je sais pas si c'est lié à ça ou. Parfois, c'est vrai qu'il y a quelques directeurs ou directrices de casting qui peuvent voir passer le truc et dire ah oui, c'est vrai, il y a cette fille aussi, bah viens, on la reçoit demain. Enfin, j'ai eu un peu des trucs au dernier moment que je n'ai pas décroché, mais bon. Mais en tout cas, ça m'a pas desservi. C'est déjà pas mal. Et puis ça peut avoir un effet ricochet sur la suite de toute façon. Et il y en a qui peuvent avoir un projet en tête et ne pas forcément t'en parler maintenant aussi, C'est ça, oui. j'imagine. Mais c'est vrai que le téléphone va pas sonner tout de suite. Enfin, Surtout faut avec le être Covid. patient. Ouais, puis on n'attend rien. Enfin, moi, j'ai pas attendu que ça se débloque après ça, hein. C'était vraiment pour rigoler. Puis après, une fois que c'était posté, j'ai complètement lâché prise et j'ai continué mes autres projets. Donc voilà. Tu t'imaginais que ça pouvait faire le buzz comme ça quand tu l'as posté? Franchement, je me suis pas dit, ah, ça va faire 1 million, c'est sûr. Mais par contre, je savais que ça plairait parce que c'était bien fait. Et il y avait un peu tous les ingrédients. Enfin, c'était pas trop calculé. Enfin, non, c'était même pas calculé d'ailleurs. C'était une vraie envie. Moi, cette chanson, je l'adore. Elle me fout la chiale. C'est-à-dire que j'arrivais même pas à l'écouter en entier quand elle est sortie et tout. Elle est trop émouvante et elle peut résonner différemment selon les gens. Mais je pense on prend tous un peu cher quand on l'écoute. Et voilà, moi, j'arrivais pas à l'écouter. À chaque fois, je pleurais. Et du coup, j'ai dû prendre cette revanche. J'étais obligée de faire cette parodie pour ne plus pleurer en l'écoutant, parce que maintenant, je me marre quand je l'écoute. Mais non, non, à la base, ça part d'une vraie admiration pour la beauté de cette chanson. Justement, est-ce qu'ils t'ont contacté? Est-ce que tu sais si Camille Lelouch et Grand Corps Malade l'ont vu? Est-ce que tu as eu des retours Oui, de leur part? oui, oui, ils l'ont vu. Grand Corps Malade avait repartagé en story. Camille Lelouch avait mis un petit commentaire. Mais on n'est pas devenus meilleurs amis, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est sûr qu'ils l'ont vu, bah oui, oui. Au niveau justement des droits d'auteur et tout, ça se passe comment quand tu fais une parodie où tu reprends tout le scénario comme ça, la Alors, je me suis musique? renseignée, enfin, on s'est renseigné là-dessus avec Edouard. Je crois que tu peux toucher des droits, mais 90% de ce que toi, tu vas toucher, par exemple, si tu l'as posté sur YouTube, va revenir aux interprètes originaux. Donc voilà, nous, on sera un resto quand ils réouvriront, c'est-à-dire jamais. Mais voilà, tu touches un petit truc symbolique, mais la majeure partie des droits reviennent aux gens qui ont créé la chanson quand même, parce que ce serait un peu facile. Ah alors ça, tu vois, c'est pas à ça que je pensais. Je savais même pas que ça existait. Je pensais plutôt, est-ce que tu avais le droit de Ah mince, réutiliser la musique? je parle d'argent tout de suite. Oui, tu as le droit. Bah, la parodie, il y a un droit à la parodie en France. Donc ouais, bien sûr. Mais c'est génial. Et alors, la chanson, c'est vous qui l'avez écrite avec Édouard? Oui, ouais, on était à un tournage tous les deux et on parlait de cette chanson, on se marrait et on se disait ce serait trop drôle de faire une parodie et on était ouais, il faut d'abord trouver le refrain. Et là, je fais, je te tège. Il en fait, mais bien sûr. Et du coup, on s'est retrouvés. Après, Edouard, il est vachement moteur, donc ça, c'est cool. Lui, il m'a dit tout de suite, OK, mercredi, enfin, dans 3 jours, on se retrouve, on écrit. Et du coup, bah, on s'est motivés, on a écrit ça en une après, mais quelques jours plus tard, on tournait et c'était parti, quoi. Ouais, le passage, je crois, qui me fait le plus rire, c'est quand vous changez de place et qu'il dit mais t'es où? Oui, ouais, j'y tenais beaucoup. Je trouve ça drôle à la fois de jouer, évidemment, avec les paroles et tout, mais tous les codes. Et en vrai, on aurait pu aller encore plus loin. Moi, je voulais qu'on soit à l'envers, à l'endroit, hors cadre, en trop gros plan, mais ça nécessitait beaucoup plus de travail. Et c'était en pleine semaine promo de l'album, enfin, en tout cas de cette chanson. Donc, il fallait quand même qu'on se dépêche. On m'a vraiment speedé. Le réalisateur-monteur, Henri Westhead, n'avait pas non plus trop de temps. Donc, en tout cas, on a fait un truc propre. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où tu as envie. Moi, j'ai du mal à boucler un projet. J'ai toujours envie de retoucher, de faire un truc encore mieux et tout. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise et les gens ne savent pas forcément que tu as eu ces milliards d'idées. Donc, c'est cool. Déjà, ça a été hyper bien accueilli. Mais Donc, je pense que le fait que ça ressemble tellement à l'original, c'est ça aussi. Et je pense que si tu avais mis la tête dans tous les sens, peut-être ça aurait pas eu le même impact non, mais parce... tu te fais 5 secondes de pétage de plomb. Mais Ah la oui. majeure partie du truc doit rester fidèle à l'original. Mais non, c'était déjà pas mal quand même. Et les vocalises et tout, c'est vraiment ta voix. Parce que tu chantes super Bien bien. sûr. Non, je te le refais. Non, pas du tout. Non, si, ouais. Après, c'est plus facile en studio qu'en live, hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Il fut un temps où je chantais. Mais D'accord. ouais, on a bien travaillé et on était bien entourés. Donc, c'était cool de faire ça. Bah, super. Alors justement, bah, écoute, on va repartir en arrière. On a fait une intro sur ce clip, mais maintenant, on va partir plus en profondeur pour nous dire bah, qui tu es, où tu as grandi, comment sont tes parents, et puis quelle petite fille t'étais, et tout ça.
Écoute, je sors de chez ma psy, ça tombe bien. Non, moi, je suis née à Paris et je suis on est vite allé en banlieue parisienne, à Champs-sur-Marne, puis à Noisy-le-Grand. T'as quel âge? Excuse-moi, J'ai c'est pas... 33 ans. J'ai 33 ans. Il est temps de faire des gosses. Et oh là là, j'ai une pression là. Non, non, mais et donc voilà, donc on a grandi en banlieue avec mes sœurs. Donc j'ai 2 petites sœurs, Olympe et Calypso. Au niveau des prénoms, on est sur un truc simple. Voilà, donc on a grandi de famille heureuse, très très bien, tous les 5, on a été très bien. Que dire sans en dire trop? On a eu un chat. Non, je rigole, un truc pas intéressant. Non, Non, le nom du chat, à mon avis, il est drôle. je sais plus, il est mort. Non, je sais plus, non, je rigole. Non, non, qu'est-ce que je peux te raconter? Voilà, petite fille, bah, il y a beaucoup d'enfants, on a tous été sensibles, mais ouais, moi je le suis toujours, mais je pense que j'étais très sensible, très drôle, mais à la fois, les enfants sont très cruels et c'était très très dur en fait. J'étais pas une victime, mais j'étais pas non plus dans la bande des gens stylés. J'étais un peu entre les deux, et ce qui me sauvait, c'était un peu de faire des blagues, mais on se moquait quand même pas mal de moi. Et je pense que il y a des enfants qui sont plus solides. Moi, c'était très dur. On se À moquait quel sujet? je sais pas, j'avais les cheveux frisés, on se moquait de mes cheveux frisés. On m'appelait Touffman. Et franchement, la seule répartie que j'avais, c'était de dire Touffman, c'est masculin, donc au moins tu pourrais m'appeler Touffoman. Et je pensais que j'étais au top de la répartie. J'étais pas du tout prête pour le stand-up. Et voilà quoi. C'était quand même cruel. Hein. Ouais, c'était dur. C'était bizarre. L'enfance, c'est bizarre. L'adolescence aussi, c'est dur. Et du coup, mais c'est à partir de, on va dire 15-16 ans que j'ai commencé à être un peu plus détente et à avoir des vrais amis et puis je sais pas, à être essentiellement drôle plutôt que une victime des méchants, des méchants de l'école. Tu penses que l'humour, c'est quelque chose qui t'a aidé à te sentir mieux en grandissant à l'adolescence et tout ça? À quel moment t'as senti qu'il y avait des retours positifs sur tes blagues? Bah, à partir de, je sais pas, en fait depuis toujours, mais je pense que j'ai grandi. Je pense que ma mère est un modèle parce qu'elle faisait des bonnes grosses blagues et du coup, à partir de 12 ans, j'ai été un peu à son niveau, donc on se marrait bien et c'est devenu je sais pas, c'est devenu mon truc quoi. Quitte à ce que ce soit trop parfois, parce qu'il y a un peu ce cliché de dire ah là là, mais toi on sait jamais ce que tu penses, tu fais tout le temps des blagues. Et j'étais bah creusez les gars, enfin c'est bon, hein, c'est pas parce qu'on fait des vannes qu'on n'est pas profond. Donc je m'égare. Je ne sais absolument plus quelle était ta question, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. C'est pas du tout un truc pour se sauver ou quoi, c'est même pas genre quelque chose que j'ai développé pour survivre en société, c'est vraiment une nature, c'est comme ça, après on l'accepte ou pas quoi. Mais c'est aussi un regard, je pense que c'est un regard sur le monde. Après, avec le temps, je me calme un peu et je sais aussi, je sais être sérieuse, mais c'est vrai que j'ai quand même la connerie en permanence. Mais ouais, même dans des moments qui ont pu être difficile, j'ai toujours le petit mot, même parfois ça va trop loin, mais je le glisse en scred à une de mes sœurs, comme ça, genre un enterrement, genre, dire des blagues horribles, sans putain, mais non, respect, je peux pas m'en empêcher. Oui, comme, Ce truc de ouais, dire un peu tout haut ce qu'il faut pas dire, quoi. oui, l'espérance de vie de Grégory Le Marchal dans Lucienne de la Butte-Montmartre. Ah ouais, mais ça, attends, ça, je me dédouane complet. J'ai un co-auteur, c'est de sa faute. Ouais, et ça, c'est hyper dur parce que je sais que j'ai des ambitions de stand-up, mais ça fait longtemps que j'en parle et au final, j'ai jamais fait. Donc, le ferai-je un jour, suspense. Mais là, j'ai quand même un peu trouvé mon co-auteur, donc on va en reparler tous les deux. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec l'humour cruel. Donc, parfois, je sors un peu de ma zone de confort et j'ose des trucs, mais j'aime pas non plus trop faire marrer sur des trucs hardcore. En tout cas, qui me concernent pas. Il y a des trucs, je trouve, il y a des vannes un peu gratos et il y en a qui savent très bien le faire. Moi, je trouve que c'est drôle tant que ça me concerne et que j'aime beaucoup faire rire de moi, en fait. Mais se moquer facilement des autres, c'est pas ça. Faut faire attention, quoi. Voilà mon avis. Humour pas engagé. Oui, après, c'est pas méchant, c'est juste que certains le pensent. Et et ce qui est drôle, c'est que certains soient assez cons pour le penser et le dire comme ça. Oui, il faut comprendre le second degré, quoi. Oui, voilà. Au niveau, donc, si je reviens à l'humour, tu me disais, tu l'utilises en fait et tu m'as parlé de profondeur, de personnes qui vont te dire, oui, on ne sait jamais ce que tu penses parce que tu fais que rigoler. Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à exprimer tes émotions sans humour ou est-ce que tu as toujours cette coquille humour? Non, ça va. Franchement, depuis quelques années, j'arrive plus à me livrer à mes amis, enfin à mes proches. De toute façon, moi, on m'a mis un peu cette étiquette. En plus, je suis pas du tout connue, mais dans les projets en général, bon, je suis dans des projets humoristiques la plupart du temps.
Mais je rêve, évidemment que je rêve de drames ou de trucs, de projets, ouais, ou même juste normaux, enfin, dans le sens, juste un personnage qui n'est pas forcément poète-poète, quoi. Mais non, j'ai hâte d'interpréter d'autres rôles, en fait. Pas pour montrer une palette ou je sais pas quoi, mais juste pour, ouais, pour défendre autre chose et pour se mettre un peu plus à poil. Parce que, parce qu'en humour, oui, en vrai, je trouve que l'humour le plus fort, c'est celui qui est pathétique. Donc, c'est Jacques Villeray. C'est accepter vraiment de se montrer vraiment ouais, en mode pathétique, quoi. Et ça, pour l'instant, moi, je suis pas encore trop là-dedans. J'aime bien les personnages de victimes, mais pour l'instant, les persos que je fais, ils sont plutôt agressifs. Et du coup, j'ai hâte de faire des trucs un peu où je serai un peu plus vulnérable. Ouais, un peu mal coiffée, avec un marmot sur la hanche, euh, une bouteille de bière à la main. Des films de Guédiguian Voilà, à exactement. Marseille, où tu fais la mer, C'est la ça. mer au chômage. Écoute, j'attends que Keshish m'appelle, hein, même s'il est controversé. Moi, je suis Ah OK. oui, Keshish, oui. Ah ouais. Ah ouais, ouais, Non, non, voilà. mais... Ou Maïwen, mais Maïwen, et quand elle veut. Je reviens à ton enfance, tes parents faisaient quoi en fait comme métier? Ça en dit long Alors, souvent. bah ouais, ça en dit long surtout sur les clichés, parce que moi, on m'appelait la gosse de riche, parce ils sont... Ma mère est avocat, et mon père est cardiologue. Donc, les gens s'imaginaient qu'on vivait dans un palais avec des domestiques. Il n'en Et c'était était pas le rien. cas? Eh non, malheureusement. Non, non, ils nous ont élevés simplement. Moi, mon critère, c'est que j'avais qu'une paire de baskets. Bon, bah, voilà. Et je voyais mes autres potes qui en avaient plein, et j'étais, ah, mais attends, mais pourquoi ils disent que je suis riche alors qu'eux, ils ont plein de baskets? Moi, j'avais pas de paire de rechange pour le sport, et du coup, je devais mettre mes chaussures de ville avec mon jogging trop moche. Enfin bref, c'est vraiment une enfance horrible. Non, je rigole. Non, 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 ils nous ont élevés simplement. Le seul truc où on se faisait plaisir, c'était les voyages. Et ça, vraiment, on a eu beaucoup de chance là-dessus. On partait tout le temps, tous les étés, en Nouvelle-Calédonie, notamment. Ah mais oui. Et oui, c'est ça. Mais voilà, donc enfance aisée, mais pas show-off, quoi. Voilà, ils nous ont accompagnés ensuite dans nos études, et puis après, ils nous ont vite appris à être indépendantes. Enfin, moi, j'ai quand même voulu être indépendante financièrement assez tôt. Je suis partie à 18 ans et c'était parti, quoi. Alors justement, tes études, t'as fait quel type de bac et ensuite t'es partie vers où? Alors, je voulais faire un bac S parce que j'avais une copine qui voulait être psy, et elle avait dit je suivais mes potes, et moi j'avais aucune idée, je comprenais rien. OK, je comprenais rien au parcours, aux études, à la fac, je savais même pas ce que c'était que la fac. Je comprenais pas ce mot. Les écoles, les trucs, j'étais mais qu'est-ce que c'est? Moi j'ai envie d'arrêter, j'étais assez bon, ça fait des années qu'on est là, est-ce qu'on peut partir faire le tour du monde ou je sais pas, mais j'avais aucun plan de vie, et donc ma pote elle voulait faire S, puis après elle s'est rendue compte qu'on pouvait faire L, et moi j'étais nulle en maths, et elle aussi. Et du coup elle s'est dit on peut faire L en fait pour devenir psy. J'ai fait ah cool, bah je viens avec toi. Je viens avec toi parce que je fais pas de faute quand j'écris, et du coup j'ai fait L. Et après j'ai une autre copine qui voulait être prof et qui s'est dit que faire lettres modernes c'était pas mal à la Sorbonne, donc je l'ai suivie. Et première année j'étais trop forte et je cartonnais et j'avais des trop bonnes notes. Et après j'ai complètement lâché l'affaire. J'allais une fois sur 10 en cours. Et j'allais pas très bien, je pense. Enfin, ouais, je sais d'ailleurs, à 18 ans, c'était un peu compliqué. Et après, j'ai continué. Le deal après avec mes parents, c'était d'avoir ma licence, mais j'avais le droit de commencer des études, entre guillemets, de théâtre au cours Florent. Et comme je connaissais rien des écoles de théâtre, eh bien, j'ai fait le cours Florent. Je suis allée au plus simple, en me disant c'est le plus connu, c'est parti. Je prends les cours du soir, comme ça je suis sûre de me lever le matin. C'est-à-dire à 17h. Et voilà, ouais, c'était une jeunesse un peu lazy, mais je suis quand même allée au bout. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait double cursus, calmons-nous, hein. Il y avait 10 heures de cours par semaine. Mais voilà, j'ai fait les deux en même temps, j'ai travaillé aussi, j'ai pas mal bossé la nuit, et voilà. Et après, j'ai mes premiers tournages, un peu de pub et tout. Je me suis sentie pas très légitime pendant des années, surtout parce que je bossais beaucoup dans le milieu de la nuit. Donc quand on me disait tu fais quoi? J'étais ouais, je sais pas, je suis pseudo-comédienne et tout. Et je me suis réveillée vers, on va dire, 25-26 ans, où j'ai commencé à. En fait, j'ai toujours écrit. Et là, j'avais écrit en fait dans ma tendre jeunesse. Et là, je me suis remise à écrire des programmes courts. C'était un peu l'essor des programmes courts. Et j'ai voulu en faire aussi. Et je me suis pas mal entraînée. Et à force de rencontres, de tournages et de réseaux, j'ai acquis une crédibilité. Et voilà. Et après, les gens te rappellent 10 ans plus tard, et c'est parti, quoi. Ouais, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses dans la deuxième partie de ma vingtaine, en fait. T'as l'impression que ton passage en lettres modernes t'a été utile pour écrire justement tes sketchs et ce que tu fais aujourd'hui?
Oui, parce que j'ai pris option scénario. Je savais comment mettre en page un scénar. Oui, quand même. Quand même, parce qu'il y a quand même une base, j'avais déjà une bonne base de culture, générale, mais il y a quand même une culture littéraire, importante et quelques ateliers comme ça, atelier cinéma, atelier écriture, scénaristique, et j'avais une matière que j'adorais, c'était écriture romanesque, donc on devait écrire à la manière de certains écrivains ou mais bon, moi j'étais dans un délire, Sorbonne, 19e siècle, j'avais pas encore trop conscience du marché, mais j'écrivais des films très drama, très, qui se passent à la campagne avec le coucou qui fait un petit bruit dans la cuisine. Enfin, j'étais un peu dans ce délire, un peu arté. Je savais pas encore que j'avais une écriture, humoristique et enfin, en tout cas, que je pouvais le faire et que c'était plutôt là-dessus qu'il fallait miser et puis après, j'ai découvert qu'il y avait des Miss Météo sur Canal et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire!» Donc voilà, ça a mis du temps. J'ai mis du temps à me trouver. Au cours Florent aussi, je faisais beaucoup de drames. C'était complètement ridicule. Je pensais que j'allais être la prochaine Adjani et je chialais sur scène et tout. Je pense que vraiment c'était ridicule. Alors que dans la vie, j'étais drôle, mais je me souviens en première année, mon prof, bonjour Hubert Delattre, petite dédicace au passage. Une fois, il a dit bon, qui veut faire l'exercice, machin. Et puis moi, pour une fois, je me suis motivée. J'ai fait ouais, je veux bien y aller. Et là, il a fait oh là là, super, la meuf la plus drôle du cours. Parce qu'en fait, j'étais toujours hyper drama sur scène. J'étais là, comment as-tu osé? Et puis je pleurais. C'était naze. Oh, mais c'est très drôle. Avec le recul, c'est très très drôle. Mais à l'époque, c'était dur, quoi. C'était quoi ton premier projet, le premier projet sur lequel tu as travaillé où tu t'es dit waouh, où tu étais vraiment contente ou excitée, où tu t'es dit là, c'est le début de quelque chose de sympa? Bon, en fait, c'est nul, mais quand tu fais ta première figuration, tu crois que c'est bon, quoi. Non, mais j'avais une pu non, mais en fait, autant parler de ça parce qu'après j'ai fait quand même des trucs plus stylés, mais je saurais vraiment pas quoi choisir. Mais j'avais une figuration sur, le tournage de la pub, numéro 5, je crois, ou Coco, non, c'est numéro 5 avec Keira Knightley. Ça se tournait au Palais de Tokyo, c'était un énorme tournage, dress code noir et blanc, machin. Elle, je l'ai jamais vue, hein, je pense qu'il y avait une doublure lumière. Moi, j'avais aucune notion de ce que c'était qu'un tournage à ce moment-là. On était donc très nombreux et j'arrive et il fallait apporter ses propres vêtements et tout. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient habillés, donc en fait, c'était des silhouettes. Et moi, j'étais là et je demandais au costumière et tout, j'étais mais je peux avoir des fringues parce que les miennes, elles sont pas ouf. Elles ont mais toi, t'es figurante, casse-toi. J'étais là et je faisais tout pour me faire repérer, j'essayais de me placer et tout et la pub elle passe parfois encore aujourd'hui, enfin en tout cas elle est passée pendant très longtemps et dans ma famille c'était: «Ah, c'est la pub d'Ambre et regardez on voit son coude!» Vraiment c'était ça, on voyait ma main et je suis même pas sûre que c'était ma main en fait. Mais j'étais hyper fière de je l'avais mis dans mon CV, hein. J'avais mis dans mon CV. Les premiers trucs où vraiment on ne me voyait pas, c'était dans mon CV. Putain, la honte. Bref, c'était drôle. Après, les collaborations que tu as préférées? Bah, je pense franchement, je parlerais de la plus marquante de toute façon pour l'instant, c'est Alain Chabat, déjà son long métrage où j'ai eu 2 semaines de tournage, même si c'est un petit rôle et tout, mais j'étais quand même assez présente, donc ça, c'était une rencontre, c'était fou. Enfin, c'était pour moi, c'était évident qu'un jour j'allais rencontrer cette personne, même si ça fait pas non plus trop partie de ma culture, parce que bon, je suis pas du genre à balancer des répliques de films, tout le temps, quoi. Les gens qui sont là, les nuls, les Robin des Bois, moi je suis là: «Ouais, OK». Les bronzés et tout, je fais mais sans le savoir, en fait, j'étais un peu sa fille spirituelle. Mais je l'ai rencontré au bon moment, je pense, parce que j'étais assez à l'aise sur les tournages, sur les plateaux, en tout cas, c'était il y a 3 ans et dès qu'on s'est parlé, enfin, il y a eu une connerie, mutuelle, enfin, ça a fusé, c'était génial et il est très, très, très client, de ce qu'on lui propose sur les plateaux, donc c'est quasiment que de l'impro, enfin, c'est génial et ensuite, la collaboration au Burger Quiz, quand il m'a rappelé quelques mois plus tard, ça, c'était quand même, pour le coup, un tremplin, une street, credibility quand même. Donc pour l'instant, c'est un des trucs les plus marquants. Du coup, ces 3-4 dernières années, ça s'accélère et mes collaborations sont de plus en plus, marquantes. Là, par exemple, je sors d'un mois de tournage, une production, de Alexandra Kruk et Maïtena Biraben. Donc Maïtena qui a quand même fait Les Maternelles et Le Grand Journal. Ça, c'est on n'en ressort pas indemne, hein, je vais pas te mentir. Non, mais c'est voilà, c'est des les rencontres sont de plus en plus fortes, en tout cas. Et ce que tu fais aujourd'hui sur Nova? Eh bien, ce que je fais sur Nova s'arrête d'ailleurs. D'accord. J'annonce à la France entière que je ne pourrai pas continuer. Ouais, ouais, bah, ça c'était ils sont venus me chercher là, à la fin du mois d'août et je savais que j'allais avoir beaucoup d'autres projets, donc ça allait être un peu compliqué en termes de temps à gérer, mais je l'ai quand même fait parce que c'était un challenge et du coup, bah, c'est un exercice intéressant, mais j'ai trop de travail à côté pour me concentrer, alors c'est débile parce que je pense qu'il y a des gens qui ont 10 fois plus de travail que moi et qui arrivent à gérer, mais ça moi en tout cas, ça me prend trop de temps encore. Je suis pas encore assez rodée, pour cet exercice et 5 heures d'écriture pour une chronique de 3 minutes pour l'instant,
même si j'ai mon co-auteur et tout. Pour l'instant, pour moi, c'est trop. Donc, je préfère me concentrer sur les projets où je prends un peu plus de plaisir et qui sont à plus long terme. Même si ça me donnait une visibilité, c'est un peu trop de pression de trouver le sujet de la semaine et tout. Je pense que je dirais pas la même chose pour la télé. Évidemment que si j'étais chez Quotidien, je lâcherais tout pour ça. Mais là, je préfère faire les trucs à fond ou pas. Voilà. Donc là, on a testé, c'était cool. Peut-être que j'y reviendrai de temps en temps si je peux. On en a parlé. Ils ont dit ouais, bah écoute, on peut plus te prendre en régulière parce que si toutes les 3 semaines t'es pas là parce que tu as un tournage, c'est un peu relou. Mais par contre, pour certains événements spéciaux ou quoi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'exercice de l'hebdo, c'est difficile de se renouveler, surtout que moi je suis partie sur des personnages, des déguisements, enfin des costumes et tout. Et du coup, ouais, c'est un peu risqué parfois. Du coup, j'ai une question. Pour ces chroniques, il y en a une où tu t'as fait la fille la plus populaire du lycée. Ah, mais c'est mon personnage fétiche, bien sûr. Tu t'es entraînée combien de temps pour réussir à faire cette voix? À ton avis, tête de nœud? Il suffit de me poser la question, je vais te répondre tout de suite. Ah, c'est pas possible, ces journalistes qui posent toujours les mêmes questions. Je sais pas, en fait. Mais j'adore. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est à force d'avoir regardé les téléfilms nuls sur M6 ou TF1. Mais même pas, j'ai jamais regardé ça. Enfin, si, bien sûr. Mais j'ai regardé quelques fois. C'est vraiment pas ma culture d'ado, mais je pense que le peu de fois où j'ai regardé ça, ça m'a suffi à même les personnages masculins, enfin toute leur mimique, les sourcils comme ça, ils sont toujours soucieux, ils sont là, Donna, tu prends de la drogue, enfin c'est trop bien. Et je pense que c'est à force de les imiter avec mes sœurs que. Mais je me rendais pas compte du potentiel de ce personnage et je l'aime beaucoup et il va revenir, hein. C'est sûr qu'il va revenir parce que je l'adore. Enfin, c'est trop bien. Et puis les punchlines nulles en plus me viennent quand je prends cette voix, ça me vient beaucoup plus facilement qu'en mode normal, donc c'est trop cool pour un peu vanner ses potes en soirée. Ah ouais, j'adore cette fille. C'est une incarnation en fait quand tu rentres dans le personnage et. Ah ouais, là c'est mort, là. On me perd là. Et c'est fou de retrouver l'intonation. T'arrives à faire les intonations du JT de France 2 ? Moins bien. Le journaliste, en plus, tout le monde, enfin c'est pas que tout le monde le fait, mais j'ai une copine qui le fait très bien et du coup elle a un peu plié le game. Anaëlle Godefroy, elle a buzzé pendant le confinement là avec la voix comme ça. Et c'est vrai Oui, que voilà, c'est ça. ouais, c'est vrai. Et ça c'est en plus mais pour le coup, il y a plusieurs en fait, il y a quand même plusieurs types de journalistes donc faut trouver le sien. Mais oui, j'aime beaucoup aussi ça quand l'exercice s'y prête, j'aime aussi beaucoup faire la journaliste mais vraiment la voix de doublage de téléfilm, c'est plus rare. Parce que la voix de journaliste, je peux me foirer et partir sur une fausse note, alors que l'eau, c'est évident, ça coule dans mes veines. C'est trop bien, j'adore. J'adore aussi, je te confirme. Alors justement, pour tes sketchs, où tu trouves l'inspiration ? Alors quel sketch ? Tous, de manière générale, voilà, comme tu dis, tes vannes et tout. Ouais, en fait, les chroniques, par exemple, les chroniques Nova, on regardait ce qu'il y avait de plus intéressant dans l'actu. Et je disais à mon co-auteur, moi, dans ma besace, j'ai tel personnage. J'aime beaucoup faire la voix des années 40, la voix de radio un peu pincée. J'aime beaucoup faire la flic, j'aime beaucoup machin. Et du coup, on mélange. Et sinon, et l'inspiration, en fait, ça vient aussi quand t'as rien à faire. Donc, quand t'as une pression à rendre des trucs, parfois, c'est pas terrible. Mais tu vois, je me souviens que pendant le premier confinement, par exemple, je voyais tout le monde qui s'est excité là, sur les réseaux à faire des trucs à tout prix. Il y en a qui le faisaient très bien. Donc, il y avait à la fois un peu de pression de dire « Ouais, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose ». Et à la fois, j'étais « Ah, mais c'est bon, personne m'attend au tournant, on s'en fout ». Et puis, je me suis mise à faire des trucs à l'arrache, sans me dire « Ah, ça va buzzer, ça va être génial », mais juste à me dire « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ah, j'ai envie qu'on parte dans ma tête et qu'on entende un peu ce que je pense ». Et c'est pas forcément des persos, mais ça dépend. En fait, soit je fais moi qui suis blasée, soit je fais des personnages. C'est vraiment, pour l'instant, j'ai pas vraiment de... À part Serena McWilliams, j'ai pas de signature encore là-dessus. Donc, c'est vraiment selon les projets, l'inspiration, elle vient, et puis en général, en improvisation, c'est surtout en impro que ça vient, en fait. Et après, il faut retravailler, et c'est le plus dur, mais c'est en général en sortant une grosse connerie que l'idée vient, quoi. Alors justement, sur Instagram, tu as fait des réponses aux stories. J'ai vu par exemple Caroline Receveur, M. Pokora. Ah oui. J'ai oublié ça. Voilà, mais ça, c'est vraiment au réveil. Je les ai regardées 20 fois, je te promets. Je les ai regardées 20 fois, je les ai partagées, mais à pleurer de rire. Les réponses à Caroline Receveur, est-ce que tu l'as taguée et est-ce qu'elle t'a répondu ? Non, elle n'a pas répondu.
Caroline de Maigret a répondu. J'avais fait une story, enfin une vidéo avec elle, enfin sur elle, elle a répondu. Mais non, non, Caroline Receveur, c'est une énorme rosta, elle va jamais voir ça. Mais ça vient, parfois ça peut venir d'une copine qui m'envoie une story en me disant non mais regarde et tout. Et moi après, moi je veux pas me moquer, donc je tourne le truc juste en me disant qu'est-ce qui me fait marrer moi, qu'est-ce qui va faire marrer. Non mais c'est vrai, parce qu'au final je suis hyper jalouse. Non mais on rigole, mais bon, elle est à Dubaï, elle est trop bien foutue quoi. Je trouvais ça hyper drôle de ce contraste de moi, la tête dans le cul, au réveil et cette fille parfaite qui est là: «Ouh là là, j'ai bu trop de mojito», alors que c'est trop mignon. Donc Quand tu le vois comme ça, mais c'est oui, bien. non, mais c'est sincère. En fait, c'est vraiment pas démago, c'est puis, ouais, non, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Après, ce que je pense au fond de moi, on sait pas si je suis raciste. Non, je rigole. Non, 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 mais tu vois, non, c'est vraiment, il y a une vraie bienveillance, et une «intelligence» entre guillemets quand même. C'est trop facile de taper gratos, sur des gens, je vais pas passer ma vie à faire des vannes sur les influenceuses. Là, c'est juste que là, c'était parfait. C'était parfait que cette Et oui. fille, magnifique avec un filtre dise: «Ouh là là, j'ai le teint brouillé». Bah non, mais meuf, magnifique. C'est du pain béni. Donc voilà, c'était drôle. Oui, voilà, c'est ce qu'on pense en regardant ce genre de story aussi. Bah ouais, il y a Enfin des gens bref, qui sont 1er degré, tu vois? Et en plus la preuve, je fais pas ça qu'avec les femmes, j'ai fait ça avec Matt Pokora, oui. qui reste un BG, on va pas se mentir. Mais il était trop drôle, et trop mignon, son message hyper sincère, dire: «Ah désolé, il y a pas de concert». Donc évidemment que moi je m'engouffre dans la brèche et je suis scandalisée qu'il y ait pas de concert et qu'on soit pas remboursé. Ça va, c'est pas trop, vénère comme blague. Non, ça va. Non, ça C'est va. Ouais, je me demandais si du coup ils réagissaient, mais après c'est des personnes qui ont tellement de followers qu'ils sont noyés dans les notifications et ils voient pas Bah, en général, forcément. tu réagis quand c'est un énorme buzz, comme Mmh. Camille Lelouch et Grand Corps Malade, parce que là, je pense que tu as plein de gens de leur entourage qui leur ont dit: «Ah les gars, regardez». Donc tu es obligé au bout d'un moment, tu fais: «Oui, bon, allez, un smiley, c'est bon, je l'ai vu». Mais les autres, ça peut passer inaperçu, hein, ils ont tellement de trucs, puis c'est même pas le but qu'ils le voient, hein, c'est ouais. Oui, tu le fais pour, toi et pas pour, oui, bien sûr. Oui, pour faire marrer les copains et plus. Alors, tu fais des web-séries aussi? Oui, j'en ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es souvent avec une youtubeuse, tu fais la psy, Ouais, Swan Périssé, ouais, bah, ça, c'était il y a 3-4 ans. d'accord, tu fais plus? Non, non, Swan, bah, de toute façon, sa chaîne a beaucoup évolué aussi. Elle s'est mise en mode méga production à faire plein de vidéos. Ah bon? Ouais, elle a une période comme ça où elle en faisait au moins 2 par semaine. Maintenant, elle a changé, elle est partie, elle a créé une autre chaîne, pour inciter les gens à être de plus en plus écolo et elle habite plus à Paris. Donc, on est plus amies que collaboratrices. En tout cas, on est devenues plus amies que collaboratrices. On a quand même écrit une série ensemble. C'était une commande et tout, et après bon, comme beaucoup de projets, ça n'a pas, abouti parce qu'après parfois les productions ou les chaînes demandent de changer trop de trucs et ça ne ressemble plus du tout au projet initial, donc tu plus envie de le mener, à terme. Mais, en tout cas, on est bonnes partenaires d'écriture et elle a quand même fait un court métrage, l'année dernière, bah, dans lequel j'ai joué, donc, on fait moins de choses, mais quand on les fait, elles sont un peu plus intenses et voilà, donc, elle a vraiment percé et du coup, elle a réussi quand même à faire un film de quand même de 30 minutes, dans lequel elle m'a donné un rôle, donc, c'est trop bien. Mais voilà, c'était une période où on avait encore le temps d'écrire et de tester des trucs, et voilà, faire Tu as des jamais eu envie justement d'essayer de lancer, toi-même, des sketchs sur YouTube? alors, non, moi YouTube me fait un peu peur. Moi je suis plus, je préfère, être payée direct. Je rigole. Non, mais je préfère bosser avec des productions, avoir des commandes, avoir des deadlines, donc j'ai déjà, eu des projets qui sont arrivés à ça d'être tournés, des commandes de France Télé ou des choses comme ça, mais encore il y a eu tous ces problèmes de: «Ah, retravailler ça, retravailler ci. Ah bah, la direction a changé, finalement ils en veulent plus». En 2016, avec une amie, notamment, on avait vendu quelque chose qui finalement n'a pas été fait, mais en même temps, on apprend plein de choses comme ça, donc c'est trop bien. Des années plus tard, on relit et puis on dit: «Oui, bon, en même temps, il aurait fallu, changer ci, changer ça». C'est inspirant pour la suite et en ce moment, je travaille avec ma co-auteure, Queenie Tassel, que j'ai rencontrée au bureau des auteurs chez Canal+. Elle a un super projet, plutôt pour YouTube et c'est un format hybride parce que c'est à la fois fiction et à la fois ça peut être un truc de «youtubeuse» entre guillemets et donc c'est trop bien. Moi, je veux rester un personnage, en fait. Je veux pas faire du face cam, ça m'a tenté quelques fois mais par contre, quand je vois la vie qu'il mène, je sais que c'est hyper dur. Quand je vois, l'énergie de Swan, justement, Swan Péressé, je sais que moi je peux pas. J'ai pas la force, je préfère attendre plus longtemps et être comédienne, enfin actrice. Mais eux, c'est une vie entière vouée à ça et je pense que j'étais pas prête ou je ne serai jamais. C'est trop dur.
Je préfère être encadrée et faire la pure fiction. D'accord. Et là, ces jours-ci, donc nous, on a reporté cette interview plusieurs fois parce que tu étais sur Oui, pour le décalage horaire aussi, mais parce que tu étais sur un tournage. Tu peux nous en ouais. parler ou c'est top secret? C'était énorme. Ouais, je peux en parler. C'est une espèce de web-série émission dédiée aux ados, donc de 11 à 18 ans, pour leur parler de sexualité et d'amour. Donc, c'est produit par Mesdames Productions, donc Alexandra Kruk et Maïté Nabiraben, qui sont complètement à fond, donc qui portent leur projet. Enfin, c'est énorme. J'ai jamais vu des gens aussi motivés. Et du coup, on était 2 à la présentation, donc on est deux colocs. Eddie Monio et moi-même. Donc Eddie, il a remporté le Concours concours, éloquence. le concours d'éloquence qu'on peut voir dans le documentaire À voix haute. Sacré personnage. Sur Netflix. Ah, il est sur Netflix? Ah oui, oui. Moi, je l'ai vu sur Netflix, ouais. Ah bah génial. Et ben voilà. Énorme. J'ai pleuré, Ouais, il est génial ce documentaire. il est trop fort. Et du coup, on est tous les deux à présenter 36 vidéos pour parler de HUC, pour parler de sexe et d'amour, et pour apprendre plein de choses, plein de notions, à la fois des choses très scientifiques, très organiques, et à la fois des notions comme le consentement, l'amour, le chagrin d'amour, le désir, le préservatif, le sexe des femmes, le sexe des hommes. Enfin, à la fois, on avait des passages très crus, entre guillemets, c'est juste que c'est des mots scientifiques, donc c'est un vrai exercice de rester normal en disant alors la vulve. C'est vraiment un délire. Et à la fois, il y avait des moments très émouvants ou qui peuvent parfois résonner en nous. Moi, je me dis, j'aurais adoré avoir ce genre de programme à leur âge, parce que même nous, on a appris des trucs où ça a remis un peu les pendules à l'heure. Parfois, tu es là, ah ouais, le consentement, c'est pas mal en fait. Donc, ouais, c'était un énorme projet, une énorme période de tournage, un agenda de fou. Donc là, on redescend un peu et je continue avec les ados puisque en ce moment, je termine une écriture de podcast et on passe à l'enregistrement là. Écriture de podcast sur les dangers du digital, chez les jeunes. Le cyberharcèlement et autres petits bonheurs. Il y a aussi l'accès à l'information qui est très différent de nous, hein. Voilà, toi, tu as 33, moi, j'ai 36. À l'époque, pour voir du porno, il fallait Oui. chercher des cassettes sous le lit de l'oncle machin et les regarder quand les parents dormaient. Aujourd'hui, il y a un accès au porno qui est quand même vraiment très facile. On te dit, est-ce que vous avez plus de 18 ans? Oui. Ouais. Et je pense que du coup, ça prend tout son sens de les éduquer autrement. Après, ça n'empêchera pas qu'en parallèle, ils peuvent aller voir autre chose, mais au moins je ne sais pas si dans ce que tu as tourné, Oui, il y bien a sûr. de la prévention par rapport à ce qu'ils peuvent trouver Ouais, sur le net. on a martelé, bien sûr qu'on parle de ça en disant, ça peut être en fait, on se rend pas compte, mais ça peut parce que nous, on est adultes, donc on peut mater, chacun sa vie privée, mais on sait à quoi ça ressemble. Enfin, il y en a qui aiment plus ou moins ça, mais en fait, moi, je me dis: «Oui, c'est vrai que même à 19 ans, j'étais pas du tout éduquée à ça». Enfin, évidemment, j'étais curieuse et que j'ai déjà vu des trucs et tout, mais ça restait très cru et c'est pas un truc auquel on pouvait accéder tous les jours. Après, ça se banalise avec le temps qui passe et selon, son parcours de vie, mais c'est vrai qu'à 13 ans, ça doit être compliqué c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur un cerveau quand tu as 13 ans et que tu vois ça peut-être une fois par semaine. Déjà, c'est trop, c'est énorme. Enfin, Mmh. que tes potes te l'imposent: «Eh regarde, c'est trop marrant». Ça peut être vraiment traumatisant, en fait. Et après, on sait pas comment faire, la sexualité, ça prend tellement de temps à s'apprendre, les jeunes qui apprennent ça avec amour et tout, ils ont tellement de chance. Moi, j'aurais adoré vivre ça, avoir un petit amoureux trop mignon et on prend notre temps et au bout de 3 ans, on est là: «Ah ça y est, on fait ça». Enfin, mais non, c'est hyper cruel et on croit qu'on est prêt, on l'est pas du tout. Enfin, donc j'espère que ces vidéos, ou en tout cas tous ces programmes-là, pour les ados, vont les aider et qu'on va savoir surtout s'adresser à eux sans, se la jouer, sans être ringard et a priori, je pense qu'on a été choisis pour ça. Enfin, j'espère qu'on n'est pas trop ringos avec Heidi. J'espère qu'on a ce rôle de grand frère et de grande sœur. Moi, j'ai envie d'aller faire le tour des collèges et des lycées et de discuter avec eux, vraiment en mode poteau, quoi. Donc j'aimerais, ouais, vraiment parler avec tous les ados de la terre entière et surtout pour leur dire: «Eh, c'est pas grave, tout va bien se passer. Et Ne oui. dramatisez pas, tout va bien se passer». C'est un sujet qui te tient visiblement particulièrement à cœur puisque tu as créé donc un compte Instagram aussi qui s'appelle Pagolerie. Oui. Si tu veux nous en parler un petit peu. Alors ça, c'était à la suite des Césars, cette année-là, D'accord. en mars 2020. J'ai voulu complètement surfer et faire un buzz. Non, je rigole. Non, non, il y a eu les Césars, donc c'était scandaleux.
c'est la première fois que je regarde cette cérémonie en entier et j'étais notamment avec des copines assez engagées et je sais pas, il y avait vraiment un sentiment de malaise. On était là, mais non, mais là, c'est pas normal, ça va pas du tout. Et je suis rentrée chez moi et je crois que j'ai discuté avec un pote, quelqu'un qui a minimisé le truc ou je sais plus comment ça s'est passé. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Parce que j'avais fait un vieux post sur Facebook, genre là, Polanski, mon Dieu, quelle horreur. Et c'est parti en débat et puis on découvre un peu ce que pensent certaines personnes. On est là, mon Dieu, mais je connais cette personne, comment peut-elle penser ça? Et je me suis dit, tiens, je vais lister tout ce qui m'est arrivé moi. Sachant que j'ai pas, il n'y a pas d'échelle de traumatisme, mais je ne suis pas le profil type de la victime, mais je me dis quand même, il y a eu des trucs pas normaux, voyons voir. Alors, voyons voir, est-ce que c'est normal de s'être pris une main aux fesses dans le bus? Non, c'est pas normal. Et du coup, je liste tout ça, en commençant chaque phrase par ça ne m'a pas fait rire quand, et à chaque fois, je dis mon âge. Donc, 12 ans, ça m'a pas fait rire quand, 16 ans, ça m'a pas fait rire quand, 25 ans, machin, et je me rends compte que ça dure jusqu'à maintenant, et je trouve mon texte stylé. Et je me dis, j'ai jamais posté de trucs intimes sur mon Facebook ou sur les réseaux. Voyons voir ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de le faire. Enfin, non, j'ai eu un sentiment de honte et de genre, ah, c'est de ma faute. Et je me suis dit, ok, c'est pas normal de ressentir ça. Bah, je me jette à l'eau, je vais le poster. Et je le poste. Et j'ai pas, et ça a été fou en fait. Ça a pris, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai des copines qui m'ont appelé. Je pensais pas que ça allait les toucher autant. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais j'ai trop pleuré quand j'ai lu ton truc. Et je fais, mais non, mais moi les gars, aujourd'hui ça va. Juste, si ça peut montrer la voix à certaines personnes qui n'osent pas parler, bah c'est trop cool. Je suis le berger du troupeau. Non mais j'aimais bien décomplexer le truc. Et puis j'ai vu que plein de copines ont repris la formule, ont posté leur propre histoire. Enfin, c'était fou. Quand ma meilleure amie a écrit son histoire, en fait, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait et ça m'a touchée. Et je pensais pas que ça me ferait ça. Et en fait, alors que je la connais depuis 10 ans et d'un seul coup, j'étais ah ouais, putain, en fait, on a vécu ce truc ensemble et je me suis pas rendu compte à l'époque que ça t'avait touché à ce point. Et je me suis rendu compte, ouais, à quel point ça pouvait faire mal. Et je me suis dit, et j'ai un ami qui s'appelle Violente Viande sur Instagram, qui a très suivi et qui m'a dit, franchement, tu devrais faire un compte. Et j'étais, ah non, mais c'est bon. Je vais devoir m'en occuper tous les jours. Ça, c'est mon truc de pas aller au bout des projets. Je disais, non, mais attends, moi, j'ai pas le temps là, dans ma tête, là, j'ai trop de trucs à faire, ça va pas. Et en fait, ça a germé et j'ai créé ce compte. Et à partir de là, c'était parti, quoi. La machine a été lancée. J'ai eu des centaines de témoignages. Au début, j'étais débordée par ça. Je savais pas du tout comment gérer. J'avais envie de répondre à tout le monde. Et à la fois, je me prenais aussi des messages un peu pressurisants de hey, quand est-ce que tu publies mon histoire? Des gens qui m'engueulaient carrément. J'étais attendez, je suis en train de trier les trucs et de corriger les fautes. Enfin, j'étais vraiment en stress. Et donc, au début, c'était très anxiogène quand même parce que je m'en occupais tous les jours. Donc, je lisais des horreurs tous les jours. Mais à chaque fois, à la fois, je me détachais parce que je faisais que lire et retranscrire le truc parce que sinon, t'as pas fini de pleurer. Mais je répondais toujours aux gens qui témoignaient et certains plus que d'autres. Il y a quand même des gens, quand c'est des ados, tu leur réponds, tu prends un peu plus le temps, mais après, il ne faut pas non plus discuter toute la nuit parce que tu t'en sors pas et je ne suis pas non plus une ligne d'écoute, mais bon, j'ai quand même un peu cette envie. C'est un danger, ouais. Ouais, non, écoute, un jour, peut-être que je me reconvertirai, hein, si j'arrive plus à jouer. Et voilà, et après, j'ai ralenti un peu le rythme en me disant, attends, ne te mets pas la pression, de toute façon, tu fais ça à ton rythme. Et donc, maintenant, c'est plutôt 1 à 2 fois par semaine. Et voilà, et maintenant, on est à 15 000 abonnés. Et c'est vrai que à un moment, je réfléchissais à trouver autre chose pour ce compte parce que c'est quand même très anxiogène d'avoir que des messages, des témoignages horribles. Donc, parfois, j'essaie de poster des messages d'espoir, des histoires, des suivis d'histoires de gens qui vont mieux ou quoi. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, je donne la parole à ces gens et en vrai, ça les aide. Il y a quand même, c'est déjà une première étape importante pour eux, en tout cas. Et c'est toi qui continues à lire et mettre en page, poster. Ouais. D'accord. Et tu as une adresse où il faut t'envoyer le témoignage en message privé à ce compte-là. Oui. Voilà, on mettra de toute façon tous les liens sous le podcast, vidéo ou dans l'article pour ce compte-là et pour ton compte privé aussi au passage. Et il faut pas m'en vouloir si je réponds pas tout de suite. Il y a des centaines de messages en attente. Donc parfois ils se perdent et je suis vraiment désolée pour les gens, mais je peux pas. Et à la fois j'ai pas encore envie de le partager. Il y a déjà des filles qui m'ont proposé de l'aide pour gérer ça. Mais oui. Pour l'instant, je me dis les gens se confient. Il y a des centaines de conversations, de choses très privées et je sais pas. J'ai pas encore confiance. J'ai pas encore assez confiance pour lâcher le bébé quoi. Et oui, je comprends. Bah tu veux le faire? Allez, je te le donne. Quand j'arriverai à dormir 4 heures par nuit, peut-être que j'y penserai. Et du coup, tu me disais aussi que tu avais fait des podcasts plus longs sur l'endométriose. Tu voulais nous en dire 2 mots? Ah oui, oh là là, que de sujets engagés.
Ouais, parce que j'en ai aussi parlé un peu sur les réseaux, puisque je suis atteinte, de cette douce, maladie. Mais, moi j'ai trouvé des solutions pour vivre avec, pour vivre mieux, pour, ne plus avoir mal et tout. Et du coup, j'en avais parlé en ligne et après, ouais, il y avait un podcast qui s'appelle «Santé», «Santé le podcast», qui m'a «interviewée» entre guillemets, donc on a parlé de ça pendant une petite heure avec ma thérapeute, avec la thérapeute qui m'a soignée et un médecin, un gynécologue. Donc ouais, non, pour l'instant, c'est le plus long truc que j'ai fait là-dessus. Là, je suis en train de préparer un documentaire sur ce sujet, donc j'espère que ça va voir le jour, et qu'on va réussir à trouver une formule, pas trop lourde non plus parce que j'ai besoin pas que ça reste léger parce que je veux pas non plus, faire que des pirouettes et faire genre: «C'est trop cool d'avoir une maladie», mais mais voilà, en tout cas, j'ai une volonté de format, détente et agréable à regarder, et dédramatisant sans être non plus, dans le mensonge en disant: «Mais c'est génial ce truc». Mais voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de témoignages, de femmes atteintes, aussi, quand j'avais fait une story là-dessus et du coup, j'ai beaucoup de filles qui m'ont écrit en me disant: «Au secours, comment faire? Comment se soigner?» Et je les redirigeais vers les gens, vers ma thérapeute ou vers les gens voilà. Mais je peux pas non plus faire des miracles. Mais en tout cas, j'ai osé en parler et voilà. Si ça a pu aider quelques femmes, tant mieux. Justement, tu viens de dire oser. C'était justement la prochaine question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a des moments clés dans ta vie où tu as l'impression que tu as osé et que ça t'a été bénéfique? Alors ça, tu vois, c'est une question que j'aurais dû préparer parce que oh là là, franchement, en fait, j'ai l'impression que c'est naturel. Je me suis rarement entendue dire: «Ah j'ose pas», je me s ou enfin si, parfois je peux dire: «Je me sens pas légitime» ou des trucs comme ça, mais je sais par exemple, tous les projets professionnels que j'ai proposés ou pour moi, c'était, j'étais sûre de moi. Enfin, que ça ait abouti ou pas, j'étais: «Ah non mais c'est normal, enfin, j'ai ma place». Parce que pour moi, dans ce truc de oser, c'est un peu, comme s'il fallait prendre sa place, alors pour moi, je l'ai déjà, en fait. Donc peut-être qu'inconsciemment, parfois j'ai dégagé un truc qui montrait que j'étais pas sûre de moi, mais dans ma vie professionnelle, en tout cas, j'ai pas eu besoin d'oser ou de me battre comme une folle, pour l'instant, c'est plutôt logique. Tu viens de préciser dans ma vie professionnelle. Bien sûr, parce que j'ai tenté un peu ma vie perso qui n'est pas du tout, la même chose. Non, parce qu'après on peut oser dans la séduction ou dans autre chose, même oser, d'un seul coup monter sur une scène et danser comme une folle, pour moi c'est ça oser en fait. C'est c'est se lâcher complet et régaler les gens quoi et se faire plaisir avant tout, mais ça bon j'ose. Bah, en fait je suis pas Après, du tout tu timide. peux oser aussi, par exemple, te lâcher en amour. Tu peux oser lâcher prise, Ouais, bah, ça, oser. on y travaille. En tout cas, ce serait cool, je pense que j'aimerais être sur la voie, j'y travaille en tout cas, de oser, être moi-même. Enfin, oser, c'est s'assumer en fait et je pense que ouais, avec le temps, j'ose de plus en plus. Peut-être qu'avant, en effet, je n'osais pas dire ce que je pense ou qu'il y avait quand même j'ai l'impression que je me contredis depuis tout à l'heure, mais il y avait quand même ou en tout cas, je revenais sur mes propos, ou j'étais maintenant, je m'en fous en fait. Je suis pas, j'essaie de plus faire de pirouettes pour plaire, en fait, c'est ça. Oser, c'est déjà arrêter de ne pas oser. Yes. Votez pour moi! Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça. En fait, oui, je sais que plus le temps avance, en tout cas, ça se voit surtout dans la vie pro, mais j'ai compris un peu ces dernières années que j'essayais trop de faire rentrer des ronds dans des carrés, comme on dit et maintenant, je préfère dire: «Bon, ouais, je suis comme ça, on va faire comme ça», sans imposer, mais juste, s'accorder et pas, se plier en 4 ou ne plus s'écouter, quoi. Tout à l'heure, tu as donné une très bonne définition d'oser. En fait, tu as dit c'est faire quelque chose qu'on se pensait pas capable de faire ou qu'on n'avait pas prévu. Et du coup, en fait, tu m'as dit que toi, bah, t'oses parce que tu as l'audace de faire ce que tu as envie de faire, en fait. Oui, mais j'ai l'impression que c'est assez logique. Enfin, en fait non, mais si, mais en fait, j'ai oublié qui j'étais ou quoi? Non, mais en fait, il y a une espèce de mécanique qui s'est mise en place, à force de prendre confiance, à force de projets, je pense. Parce qu'avant, je n'osais pas aller au bout de mes projets. Donc en fait, oui, si finalement, oui, je pense que j'étais pas si sûre de moi. Déjà, j'avais peur de réussir. Super, hein, excellent. Excellent, pour ne pas avancer, c'est génial. Je commençais un truc et je disais: «Ah mais c'est bon, ça va jamais marcher, allez salut». J'avais la flemme, je n'avais pas encore la force de porter quelque chose. Non, depuis quelques années, je sais que si. Je sais que je vais au bout de mes projets, et que j'ai plus peur, d'être, attendue, d'être, crue, enfin, crue, dans le sens croire, bien sûr. Je dis n'importe quoi. Non, mais oui, c'est ça, en fait, oser, c'est aller de pair avec, mûrir.
Oui, depuis tout à l'heure, tu me parles finalement beaucoup de maturité. En fait, c'est se faire confiance et donner confiance aux autres et dire: «Compte sur moi, je vais le faire, on va aller au bout, ça va bien se passer, faisons un enfant». Bref. La peur, tu parlais de la peur de la réussite. Est-ce que c'était vraiment la peur de la réussite ou la peur d'espérer réussir et finalement d'être déçu? Franchement, ça va paraître super bizarre, mais c'était vraiment la peur de réussir. Il y avait un truc de après, chacun son parcours, mais moi, je pense que j'étais pas très solide jusqu'à mes 26, 27 ans ou quelque chose comme ça et donc tout de suite, dès qu'il y avait un peu trop de monde, dès qu'il y avait un peu trop de vie sociale ou trop de rencontres ou quoi, même mais je suis trop bête, moi, j'ai loupé des trucs, des réals qui voulaient, sans être, chelou, hein, mais qui voulaient boire des verres ou des trucs comme ça et moi, je plantais tous les rendez-vous et enfin, on est sur un terrain dépressif, on va pas se mentir et du coup, avant, ça m'empêchait vraiment de faire des choses. Bonjour, je me confie. Non, mais il y avait ce truc, ouais, d'avoir peur de passer un cap, dans ma carrière et du coup, une fois que c'est enclenché, tu as plus le droit de faire la grasse mat. C'est débile. Alors qu'aujourd'hui, c'est bon, on y va, on se lève et on bosse, quoi. Avant, ouais, il y avait ce vrai blocage. Mais ça, c'est un problème, psychologique, hein. On est sur un souci de pas être capable de sortir les poubelles parce que c'est trop d'énergie. Donc ouais, il y avait quand même ce truc de gros blocage parfois, en tout cas de périodes où j'étais là: «Ouh là là, comment je vais faire pour me lever demain, pour aller bosser? Ah!» alors Ah, qu'aujourd'hui, je réfléchis plus et j'aurais jamais fait un tournage de 1 mois comme ça où on s'est levé à 6 heures tous les matins, sinon c'est pas possible. Donc là, depuis quelques années, ça y est, je suis dans la matrice. Je suis adulte, j'arrête de me poser, trop de questions, on y va, on bosse et on arrête de chouiner, quoi. Mais je pense qu'une fois qu'on a un peu enclenché les trucs et qu'on a plein de travail, on réfléchit moins. De toute façon, c'est le problème des comédiens, hein. Si quand ils travaillent pas, ils se posent 1000 questions sur l'avenir et sur l'humanité, mais une fois qu'on y va, ça va, quoi. Une prochaine tu période où j'ai pas de taf, je te dirai je te dirai comment je suis. justement, tes projets, tes rêves, ton monde idéal, de manière générale et pour toi? Tu as une idée? Tu y as réfléchi? Le monde idéal, genre la planète? C'est la merde là, non? Je n'y crois plus du tout! Qu'est-ce que bah, moi, j'aimerais bien continuer, en tout cas terminer tout ce qui est en cours, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelque chose se termine, un nouveau truc arrive. Mais en tout cas, là, j'ai des beaux projets en cours, donc c'est trop bien. Je pense qu'ils vont m'amener jusqu'à l'été prochain et j'aimerais, réenclencher quelque chose de créatif, de plus personnel peut-être, je sais pas, un film enfin un court métrage au moins, ou une série peut-être, il faut voir. Évidemment que j'ai des rêves, des envies de cinéma parce que c'est quand même la pour l'instant la chose l'aspect le plus confortable du métier, là dernièrement j'ai fait ne serait-ce que 2 jours sur un long, c'est trop bien. C'est une ambiance qui est je sais pas, c'est indescriptible. C'est vraiment, à part. Donc heu, donc ça j'ai très, très envie d'en faire, de plus en plus et d'avoir C'est des quoi rôles ce film, stylés. justement, ce long métrage? C'est une comédie, de Julien Rambaldi qui s'appelle, Les femmes du square avec, Eye Haïdara et Ahmed Silla et on a bien rigolé. Donc voilà, vous me verrez en secrétaire de cabinet d'avocat avec une frange plus ou moins, mal coiffée. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je tiens à le dire et donc voilà, non, mes envies, c'est ça, c'est de continuer de créer et c'est aussi de quand même d'avoir un peu de temps, pour la vie, pour construire, une vie personnelle parce que c'est important. C'est cool aussi. En fait, plus on bosse, j'ai l'impression, plus on relativise et plus on se dit: «Attends, en fait, j'ai envie d'avoir ma petite maison avec mon chien et mon mari et mes enfants à mes céréales». J'espère en tout cas, pouvoir concilier, les 2. Je sais pas si le gros rêve de Hollywood, finalement, donne tant envie que ça. De toute façon, je pense que je pense que c'est mort. Mais ça nécessite quand même énormément de sacrifices et il faut vraiment être prêt. Après, si ça tombe dessus, bah, tant mieux. Et je pense qu'en France, il y a quand même un truc assez cool où on peut continuer d'avoir une vie à peu près normale et j'aimerais ça, en fait. J'aimerais mener les 2 de front. Je me sens daronne, en fait. Je me sens prête à bosser et à être solide, dans mon métier et à mener une vie personnelle aussi, parce que c'est encore plus dur. Je trouve que c'est vraiment 10 fois plus difficile d'avoir une famille et tout, c'est un délire. Donc mais l'aventure m'intéresse. Après, en France, quand tu es reconnue dans la rue et tout ça, ça peut pas être, Oui, bien sûr, mais tu peux, tu es pas Kim Kardashian, quoi, ça va. Puis de toute mmh. façon, on met des masques. Heu, ça ne choquera plus personne, maintenant on mettra des masques quand on veut. Mais non, mais bien sûr, je parle pas d'être Depardieu, mais tu peux bien bosser et ça va rester accessible et c'est trop cool, donc j'aimerais, ouais, acquérir une solidité comme ça, être, qu'on pense à moi pour des projets et continuer de pouvoir proposer les miens et que ce soit cool, quoi et faire du stand-up, Alors peut-être. Mmh. et oui,
Ouais, ça, faut avoir les reins solides C'est pour avoir ça. les réactions du public en direct et je sais Mmh, pas si tu as regardé la série 10%, bien sûr. avec, Sandrine, Qui peut rien. Kiberlin qui essaie de faire du stand-up, C'est génial. et voilà. Alors des femmes qui osent, c'est qui pour toi les femmes qui osent? Ça, j'aurais pu t'envoyer à l'avance. J'avoue, pas cool. Qui te vient à l'esprit? Ma mère, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a osé à tes yeux? Qu'est-ce que tu as admiré? Ben en fait, je m'en suis rendu compte dernièrement, parce que pour moi, c'est, normal, en fait. J'ai un modèle de femme sous les yeux depuis toujours, un modèle de femme, businesswoman, qui a lancé son cabinet, qui a évolué dans un milieu d'hommes, macho avec des remarques, dégueulasses, parfois, et qui est très, très forte dans son domaine et qui est la numéro un dans son secteur, en tout cas, de ce qu'elle défend. Mais ça a toujours été évident. Donc et en fait, elle nous a transmis ça sans forcément s'en rendre compte. Enfin, nous, on n'a pas été élevés comme des «filles» entre guillemets. Nos parents sont ouais, je me suis jamais sentie, parfois ça a été un problème, je me suis jamais sentie fille et du coup, ouais, elle a osé, elle est quand même partie de voilà, de province, famille de profs, enfin de fonctionnaires qui avaient pas forcément d'argent. Elle a bossé, dans toute seule, enfin, ça fait un peu, larmoyant, mais elle était dans sa chambre de bonne, sans eau courante, enfin c'est con, mais et du coup, elle s'en est vraiment sortie, elle a eu l'amour, de sa famille, certes, mais elle a bossé, elle a trimé, elle était enceinte, quand elle était à la fac. Je sais pas, c'est ouf. Elle a fait 10 ans d'études, elle était enceinte de la deuxième. Enfin, elle a osé quoi et pour elle, c'était normal. Elle a mené tout de front là, tranquille et mes sœurs aussi en fait. En fait, c'est ça, c'est les femmes les plus proches de moi, qui osent. Après là, je saurais pas te parler de Marie Curie ou de Christiane Taubira parce que je les connais pas personnellement. Il y a plein d'exemples évidemment de femmes qui osent, surtout dernièrement, de plus en plus, mais je préférais là rendre hommage à celles qui sont proches de moi et qui se lancent dans des entreprises parfois, folles. Ma mère, elle a vraiment cette force et elle nous l'a transmis. Moi, j'ai mis un peu de temps à me réveiller, mais maintenant je me sens un peu businesswoman, un peu comme elle. Olympe, ma deuxième sœur, elle s'est jamais posée de questions, elle a foncé et elle est très, très forte dans ce qu'elle fait et la plus jeune qui est chanteuse, ben, elle ose, monter sur scène et se mettre complètement à poil, évidemment au sens figuré, mais parce que c'est faut oser en fait quand même, chanter comme ça devant les gens. Mmh. Elle est dans l'écriture aussi? Ouais, ouais, elle compose, elle est musicienne, et c'est très, très beau ce qu'elle fait. Donc j'espère que les salles de concert pourront bientôt réouvrir pour qu'on la découvre. Donc ouais, c'est les femmes de ma famille qui osent être Oui. elles-mêmes. Le concept de Selkios, c'est justement de mélanger, toutes les femmes, des femmes qu'on rencontre, des femmes, plus ou moins connues. Toi, tu es notre plus grosse star jusqu'à présent et normalement, on peut avoir, il paraît, Camélia Jordana. Ah bah voilà, vous allez vite m'oublier. Allez, c'est pas grave. Attends, tu seras the first one, hein, sur le podcast que Franchement, cette je séance de psychanalyse était très sympa. J'ai raconté ma life de ouf, mais je ne regrette rien. Trop tard! je garde ça. Mais bien sûr, c'est ça aussi être proche de son public, c'est se montrer comme on est. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, des sujets, que tu aurais aimé aborder, c'est le moment. Mmh, bon courage à toutes et à tous. Non, mais pour moi, ce qui me tient le plus à cœur attention 5 de batterie, ouh là là. Non, ce qui me tient le plus à cœur, je pense, c'est d'adoucir, les rapports, entre les gens et j'espère que les générations qui arrivent, alors ça fait un peu vieille personne de dire ça, mais vraiment les ados et tout, donc je suis quand même contente des derniers projets que j'ai faits, mais j'espère qu'ils seront meilleurs que nous. On a tous quelque chose de meilleur que les anciennes générations parce qu'on apprend, mais putain, j'espère qu'on va s'en sortir, quoi. Mon message n'est pas hyper optimiste, mais j'ai de l'espoir en tout cas. Enfin, j'espère qu'on va se détendre parce que j'ai l'impression qu'on va dans un monde quand même de plus en plus dur et ce serait cool qu'on retrouve, c'est un peu bisounours, mais ouais, qu'on retrouve un peu de douceur, et qu'on apprenne de nos leçons surtout. C'est surtout ça le dos. Ouais, c'est un peu l'histoire de l'humanité, Beh, ouais, mais faite et je qui crois va que pas ça forcément. fait des millénaires et j'ai pas l'impression qu'on ait capté, la leçon. Je lis Sapiens en ce moment, Ah sur, oui, je l'ai lu, ouais. ouais, ça en dit long. Justement, avant de nous quitter, je pose souvent cette question dans mes interviews parce que j'ai une autre chaîne. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a particulièrement touchée récemment? En fait, tu nous parlais de la chanson «Mais je t'aime» de Camille Lelouch et ça peut être une œuvre comme ça. Quelque chose qui t'a vraiment touché, ça peut être, un livre, un tableau, une pièce de théâtre, ce que tu veux, une œuvre. Oh là là! Ah si, une pièce évidemment, Intramuros de Michalik. Je trouve que ça fait bien de dire ça, de parler de théâtre.
Et puis surtout, il faut les soutenir. Mais non, évidemment, il y a plein d'œuvres qui m'ont touchée, mais j'ai mis trop de temps à découvrir ce metteur en scène. Et j'y suis allée grâce à des amis, dont une amie qui est fan de lui et surtout un ami qui était sur scène et qui joue dans cette pièce. Et j'ai très envie de tout voir, découvrir toutes les autres parce qu'il est trop fort, parce que ça, je sais pas. J'adore t'as des pièces comme ça qui te font te poser 1000 questions pendant la pièce, qui te font mettre en perspective ta vie et qui t'embarquent dans des trucs. Enfin, lui, il est très cinématographique. Donc sur scène, tu as l'impression d'être dans le long métrage en fait, et c'est très bouleversant. Ça m'a bouleversée. Et autre chose aussi, ah oui, quel était le nom? Le Littoral peut-être de Wajdi Mouawad, je ne sais plus. En tout cas, je suis allée voir les dernières pièces que je suis allée voir et je me suis dit tiens, je ne vais pas assez souvent au théâtre, ça calme. Et c'est vraiment des émotions, en effet, qu'on ne retrouve pas avec d'autres médias. Donc en fait, allons au théâtre les gars. C'est pas mal. Déjà, tu reçois l'énergie des acteurs et puis l'énergie du public, les réactions, les émotions. T'es pas déconcentré, tu peux pas mettre pause et voilà, c'est pas la télé, quoi. Le cinéma, il y a quand même aussi un peu cet effet, mais parfois t'es pas bien assis, machin, mais je sais pas, au théâtre, t'as un truc vertigineux. Et ces pièces, elles m'ont calmée, quoi. Donc j'ai hâte de pouvoir y retourner. Et la chanson de Je t'aime, bien sûr, la chanson de Je t'aime. J'essaierai de retrouver les références. Si je les retrouve pas, tu me les donneras. Je les mettrai te renvoyer. En description. Merci beaucoup, Ambre. J'étais ravie merci à toi d'échanger avec toi. Merci d'avoir répondu à Celle qui ose. Et je te souhaite une très bonne continuation et puis à très bientôt. Eh bien, écoute, passe une bonne journée. Et le mot de la fin, cacahuète. Parfait. Écoute, merde. Là, c'est fini, là. Oui. Attends, non, là, c'est pas fini. Je voulais faire le final sans dire non. Oui, bien sûr, vas-y. On fait une vraie fin. En tout cas, Ambre, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était vraiment intéressant. Merci pour ton temps précieux. Et merci d'avoir répondu à Celle qui ose. Au revoir. C'est parfait comme fin. Cette interview vous a été proposée par le webzine Celle qui ose. Vous l'avez appréciée ? Alors, n'oubliez pas de noter le podcast et de nous laisser un commentaire. Remercions Christian Toucas pour le jingle, Morgane Caroline pour le montage, nos invités pour leur temps et bien sûr, vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.